Alors maintenant, c'est l'autre fille qui va nous parler d'une avancée importante, à mon avis très importante, pas assez connue, des scolioses évolutives de l'enfant avec la technique bipolaire qu'il a mis au point et qui permet de corriger cette déformation de manière presque automatique. Vous allez voir jusqu'où ça mène. Mon petit Lotfi, vas-y. Je voudrais tout d'abord remercier Jean Dubousset et le bureau de l'Académie pour leur invitation. Et je suis très honoré de vous présenter un peu la progression de notre pratique dans le traitement chirurgical des scolioses idiopathiques depuis les années 80, quand j'ai atterri chez mon maître Jean Dubousset. Alors, je commence mon topo par un petit historique pour vous dire que la chirurgie moderne instrumentée du rachis a commencé dans les années 60 avec la tige de Cottrell, la tige de Harrington. Et puis, dans les années 70, il y a eu l'instrumentation de Luque qui a fait un peu progresser les connaissances et le traitement. Mais le vrai tournant dans cette chirurgie moderne du rachis et de l'instrumentation est survenu en 1983, quand Yves Cottrell et Jean Dubousset ont mis au point l'instrumentation CD, qui a révolutionné la chirurgie du rachis et qui est devenue la référence dans le monde entier. Alors, actuellement, il est admis partout que chez le grand enfant, c'est l'arthrodèse vertébrale qui est le gold standard dans le traitement des scolioses, le traitement chirurgical des scolioses, et notamment des scolioses idiopathiques. Donc, on arrive à obtenir un bon résultat, c'est indiscutable. Mais il y a pas mal d'inconvénients, comme vous le savez. Chez le petit enfant, on ne peut pas se permettre de faire une arthrodèse, comme vient de le dire Federico, parce qu'elle est très nocive et qu'elle entraîne vraiment des dégâts majeurs sur l'organisme de l'enfant, raison pour laquelle la plupart des chirurgiens se sont orientés vers l'instrumentation rachidienne sans greffe, qui est de plus en plus utilisée actuellement dans le monde entier. Alors, notre expérience, l'école de Jean Dubousset, dans l'instrumentation sans greffe a commencé dans les années 90 à l'hôpital Saint-Vincent de Paul en réalisant des petits montages costauds, ce qu'on appelle la distraction costale. Donc nous avons pratiqué pendant quelques années, après nous avons abandonné parce que ce n'était pas très efficace et puis ça entraînait aussi des conséquences sur la dynamique respiratoire et la ventilation. Donc, après, nous avons été les premiers à utiliser une tige magnétique qui a été conçue par un ingénieur français qui s'appelait Arnaud Soubéran. Nous l'avons utilisée pendant 5 ans avec des résultats qui étaient très prometteurs, mais nous avons dû l'abandonner parce que cette tige n'a pas pu être homologuée. Donc, à la fin des 5 ans d'utilisation de la tige magnétique Phoenix, nous avons évolué vers un montage plus conventionnel, utilisant une seule tige avec 3 crochets en haut, 2 vis en bas. Et nous avons réussi à obtenir de très bons résultats avec cette technique, mais c'était au prix d'un grand nombre de fractures de tige qui approchaient les 40% des enfants traités avec cette méthode. Alors, ce que nous avons appris avec l'utilisation des instrumentations sans greffe chez les enfants, c'est que en appliquant une distraction continue ou répétée sur la colonne vertébrale, on arrive à obtenir une correction progressive dans le temps de la déformation rachidienne, et ceci grâce à un relâchement viscoélastique progressif de l'ensemble du tronc. Comme vous le voyez sur cet exemple-là, vous voyez qu'on est capable de corriger progressivement une déformation qui faisait 137 degrés au début, qu'on a ramené à moins de 10 degrés. Et puis, on s'est un peu documenté et puis on a découvert ou appris que la distraction ou l'attraction, c'était la base du traitement historique des déformations rachidiennes, et ceci dans plusieurs civilisations.
Nous avons appris aussi, en suivant les enfants porteurs d'instrumentation sans greffe, qui se produisait un enraidissement progressif de la colonne vertébrale avec le temps, dû à une fibrose et à des fusions spontanées qui ont été induites par la chirurgie et par la présence du matériel dans le dos de l'enfant. Et puis, quand nous avons revu notre série d'instrumentation sans greffe à la fin de la croissance, nous avons vu que la moitié d'entre eux n'avaient pas eu besoin d'être arthrodésés parce qu'ils se sont enraidis spontanément avec un résultat qui était stable et tout à fait satisfaisant à la fin de la croissance. Donc, on s'était dit, est-ce qu'il y avait possibilité, avec les connaissances qu'on a acquises avec le temps, de proposer à ces enfants une technique qui soit moins invasive pour les scolioses sévères et compliquées et très évoluées de l'enfant, de remplacer ou d'éviter les vertébrectomies ou les ossotomies chez le petit enfant, en leur proposant une chirurgie moins invasive qui soit à la fois solide, qui préserve la croissance et qui soit évolutive, c'est-à-dire qui permet de continuer la correction progressive tout en préservant la croissance du dos de l'enfant. Et là, un petit peu a été définie la technique de fixation bipolaire que nous avons commencé à utiliser depuis 2011. Alors, en quoi consiste la technique bipolaire? Elle consiste en une fixation aux deux extrémités de la courbure ou du rachis avec un montage qui soit suffisamment solide et stable et en réalisant un montage télescopique qui lui donne son caractère évolutif. Et cette technique, elle est utilisée par un abord mini-invasif qui ne touche pas la zone intermédiaire pour permettre la progression de la correction et de la croissance. Et puis cette technique nécessite une tension permanente aux deux extrémités du montage, qui peut être assurée soit par une chirurgie répétée de retention de tige, soit en utilisant des dispositifs extensibles que l'on peut allonger par des manœuvres externes, comme la tige Phoenix par un aimant, ou la nouvelle tige automatique que l'on peut allonger par des manœuvres externes sans réintervention. Et puis cette technique-là permet une correction progressive des déformations dans le temps, ce qui, dans beaucoup de cas, nous a permis d'obtenir de bien meilleures corrections finales qu'avec les techniques de correction instantanée, notamment les arthrodèses, qui malheureusement sont une intervention unique qui ne permet pas d'aller plus loin à la fin de l'intervention. Et donc, comme cet exemple-là, comme vous voyez ici, le résultat obtenu après la première chirurgie, et ici, après une retention asymétrique des tiges, nous avons réussi à corriger complètement l'obliquité résiduelle du bassin, comme vous le voyez. Pour nous, cette technique nécessite aussi un cinquième pilier qui est la préparation préopératoire des déformations sévères et rigides de l'enfant par les différentes méthodes de correction progressive, que ce soit la méthode d'auto-élongation de Cottrell, les plâtres d'élongation, la technique de allogravité, la traction donc à travers des poulies, ou bien la méthode d'Elizarov, qui est une méthode qui permet aussi d'obtenir de très bonnes corrections de façon progressive. Alors, ce qu'on peut se poser comme question, et ce qui nous a été un petit peu reproché au début, c'est peut-être de proposer un montage qui n'est pas suffisamment solide parce qu'on ne faisait pas de greffe. Sauf que, avec le temps, on a eu donc une réponse clinique sur la solidité et la fiabilité du montage quand il a été bien réalisé au début. Et puis, nous avons trouvé des travaux dans la littérature, notamment ceux de David Pauly, qui est un chirurgien américain, qui a fait des tests en laboratoire sur machine et en études en éléments finis, qui ont conclu
qu'un montage qui est solidement ancré à ces deux extrémités était tout aussi résistant qu'un montage avec des vis partout, de haut en bas. Et ici, quand vous voyez le montage bipolaire comparé à un montage avec tout vis partout, on ne voit pas beaucoup de différence. Le seul intérêt des vis intermédiaires, c'est peut-être d'augmenter un petit peu la correction au niveau de la translation, au niveau de l'apex de la déformation ou de la dérotation. Or, la plupart des enfants à qui on propose le montage bipolaire et qui sont en l'occurrence les scolioses neuromusculaires, il n'y a pas besoin de chercher la correction maximale parce que le but, ce n'est pas un but cosmétique comme pour les scolioses idiopathiques, mais c'est un but fonctionnel qui permet de corriger à minima la déformation et surtout de stabiliser ces enfants et de les rééquilibrer tout en les dispensant du port d'un corset qui est une corvée supplémentaire pour ces patients. Et puis, nous avons réalisé à l'INSAM avec Wafascali une étude cadavérique pour tester la solidité de l'ancrage proximal avec une double pince de crochet comme vous voyez ici et les résultats étaient très probants concernant la solidité et la fiabilité de cette fixation. Et puis, nous avons revu nos 100 premiers cas opérés avec cette technique au niveau de la population de scoliose neuromusculaire. Et puis, à la fin de l'étude et à la fin de la croissance de ces enfants, nous n'avons été amenés à réaliser aucune arthrodèse parce que les résultats sont restés stables et le rachis s'est enraidi progressivement, comme on avait pu le constater avec le temps. Et voici quelques exemples de preuves d'imagerie qui montrent cet enraidissement. Là, vous voyez un scanner préopératoire réalisé chez un enfant qui avait une scoliose neurologique. Et ici, vous voyez 5 ans après la mise en place de l'instrumentation, l'ossification qui se fait le long des tiges. Il y a une coulée osseuse qui se fait. Ici, vous pouvez remarquer la dégénérescence des espaces discaux avec le temps, alors que les corps vertébraux ont continué à grandir. Et puis là, vous pouvez aussi voir que les articulaires postérieurs se sont spontanément fusionnés avec le temps. Et puis un deuxième exemple d'une fille qui avait une scoliose neurologique que nous avons opérée à l'âge de 7 ans et 8 ans après, nous avons été amenés à retirer le matériel pour une infection chronique que nous n'avons pas réussi à guérir. Et après l'ablation du matériel, nous avons fait des tests d'inclinaison, des radios sous-bending, sous-inclinaison latérale droite et gauche. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas eu de modification par rapport à la radio neutre assise. Donc, c'est une preuve objective de la consolidation et de l'ossification de la colonne avec le temps, 8 ans après la mise en place de l'instrumentation. Donc, le résultat final de cette méthode après plusieurs années, c'est une arthrodèse différée. Mais l'avantage de cette technique, c'est qu'elle permet de continuer la correction progressive de la déformation, surtout si elle a été très importante au début, et surtout, elle n'entrave pas la croissance. Et l'arthrodèse différée qui survient, elle survient à la fin de la croissance. Donc, elle n'a pas d'inconvénient comme l'arthrodèse précoce qui peut avoir des conséquences très néfastes, comme l'a bien précisé Federico dans son topo. Donc, dans notre série des 100 premiers cas, nous les avons encore revus à plus de 5 ans de recul pour tous ces cas-là. Et puis, je vous rapporte ici les résultats. Nous avons eu notre lot de complications, 26%, mais bon, c'est à peu près la moitié que ce qu'on avait avant avec les arthrodèses qui donnaient beaucoup plus de complications. Et surtout, nous avons eu seulement 5 cas de fracture de tige sur les 100. Il faut savoir aussi que les fractures de tige peuvent aussi survenir dans les arthrodèses, surtout dans les arthrodèses longues comme celle-ci. Ici, un premier exemple d'une scoliose infantile. Là, vous voyez la correction que nous avons réussi à obtenir après une préparation par un plâtre d'élongation. Nous l'avons opéré, c'est une ancienne patiente, nous l'avons opéré avec une seule tige. Actuellement, on utilise toujours 2 tiges pour ces patients. Et puis, à la fin de sa croissance, nous avons simplement rajouté une deuxième tige
sans faire de greffe, qui n'était pas nécessaire. Nous avons rajouté une deuxième tige, surtout pour éviter le risque de fracture qui peut survenir dans les montages unilatéraux. Ici, vous voyez l'image de la jeune fille avant le début du traitement. Ici, 3 ans après la première chirurgie. Et puis ici, vous la voyez, 11 ans après la chirurgie. Et comme vous le voyez, elle n'a jamais été arthrodésée. Elle finit avec un bon résultat. Et donc, nous avons une preuve vivante que l'arthrodèse vertébrale n'est pas nécessaire pour toutes les scolioses, surtout pour les scolioses sévères, pour lesquelles la chirurgie est plutôt d'intérêt fonctionnel que cosmétique. Un deuxième exemple d'une scoliose neurologique sur une dystrophie musculaire de Duchenne qui était négligée, qui n'a jamais pu être soignée, et il arrive dans cet état-là. Nous l'avons opéré avec la méthode bipolaire, ici la radio post-opératoire immédiate, et puis nous l'avons réopéré 2 ans après pour réaliser une distraction, une retention de tige asymétrique. Ici, de ce côté, vous voyez, la tige est devenue plus courte que là. Nous avons consommé donc une partie de la réserve de la tige, ce qui a permis d'améliorer la déformation résiduelle. Et on peut encore le reprendre 1 an ou 2 après pour finir la correction de la déformation si le besoin se fait sentir. Voici les images de ce patient avant la chirurgie et regardez ici, après la retention de tige, le gain qu'on a réussi à obtenir avec une technique qui est moins invasive, tout en sachant que ce genre de patients sont souvent récusés pour l'arthrodèse, tellement cette chirurgie est grave et comporte des risques vitaux pour ces patients. Un deuxième exemple d'une fille qui présente une dysostose cléidocrânienne que nous avons opérée avec la méthode bipolaire mini-invasive, et la voici 3 ans après avec un résultat qui reste bien stable, une amélioration de son profil par rapport au profil initial. Et puis, vous voyez ici l'évolution de cette jeune fille cliniquement et qui va très bien sans avoir besoin de porter de corset. Ici, un autre exemple d'une scoliose dystrophique sur une neurofibromatose, une kyphoscoliose majeure, là aussi qui était négligée et pour laquelle, après une préparation par traction à l'eau 3 semaines, nous avons fixé sa colonne avec ce montage bipolaire mini-invasif avec un résultat clinique qui est tout à fait honorable et puis surtout, ça préserve la croissance rachidienne et thoracique de cette jeune fille. Là, c'est un exemple d'un syndrome de Marfan congénital qui, là aussi, a été récusé pour l'arthrodèse tellement elle était grave, elle a été opérée de son cœur. Donc, on l'a préparée par une traction à travers un halo crânien, puis on l'a opérée, ça c'est la chirurgie initiale, et ici, 3 ans après, nous l'avons reprise pour réaliser une petite retention de tige pour suivre la croissance de son tronc. Ici, les images de profil. Là, vous voyez son état initial. Ici, sous traction à l'eau pendant 1 mois. Et ici, 3 ans après, vous voyez l'évolution qui est plutôt positive de cette jeune fille. Là, c'est un autre exemple qui est très instructif pour nous. L'un des plus anciens, c'était un syndrome de Kozlowski qui a été opéré plusieurs fois ailleurs avec une fixation costale qui n'a pas tenu et puis qui s'est arrachée, puis qui s'est infectée et puis il est arrivé dans cet état entre nos mains et on l'a préparé par un montage d'Ilizarov avec une distraction progressive pendant 4 semaines et après on l'a opéré avec une fixation bipolaire sans travailler dans le sommet, dans l'apex de la courbure. Sa déformation était principalement sous la forme de kyphose dans le plan sagittal. Regardez la correction progressive que nous avons réussi à obtenir avec le montage d'Ilizarov et puis ici, la fixation simple que nous avons réalisée à la fin du traitement. Ici, je vous montre quelques images. À 3 semaines, depuis la mise en place du montage d'Ilizarov et à 6 semaines avec un allongement progressif tous les jours 1 mm et ça permet donc d'obtenir de très très bonnes corrections et vous voyez ici le résultat obtenu par rapport au stade initial
L'enfant est revenu 3 ans après, il était quasiment méconnaissable, tellement il a changé au niveau de sa forme et de son état général. Alors, le seul point négatif de la méthode bipolaire chez l'enfant, c'est la nécessité de réaliser les interventions répétées. Et donc, quand nous avons arrêté d'utiliser la tige Phoenix, nous avons réfléchi à un autre procédé qui pourrait éviter les interventions répétées chez ces enfants-là. Et nous avons trouvé une solution dans une tige auto-extensible qui est basée sur un principe mécanique, c'est-à-dire qu'elle comporte une partie crantée le long de laquelle il y a un domino qui coulisse dans un seul sens. Donc, cette tige-là permet un cintrage facile au niveau de la zone non crantée, de la zone lisse, ce qui facilite d'autant son implantation et ça réduit les contraintes que l'on peut voir sur d'autres types de matériel que l'on ne peut pas cintrer à souhait. Et pour nous, le cintrage des tiges, c'est une condition vraiment majeure, importante dans le succès de la chirurgie et la pérennité du montage dans le dos de l'enfant pour éviter les complications mécaniques. Et cette tige, elle existe en 2 tailles de réserve d'allongement, soit 50 mm, soit 80 mm. Alors, ces tiges s'allongent d'une façon passive grâce à l'activité quotidienne de l'enfant, pour les enfants paralytiques, par exemple, quand ils font les transferts ou quand on les soulève pour les passer du lit dans le fauteuil et vice-versa. Les enfants qui font du sport, ils font allonger leurs tiges de façon passive. Et si les tiges ne grandissent pas suffisamment, il y a toujours possibilité de les aider à s'allonger par les manœuvres externes, soit par les kinés, soit par une traction par halo ou par le chirurgien sur la table de traction ou sur une table de chirurgie du rachis où on a la possibilité de faire de la traction et d'étirer les tiges. Alors, nous avons fait une première étude d'homologation de cette tige avant de la mettre sur le marché entre 2016 et 2019 concernant 2 groupes d'enfants. Un premier groupe de montage bilatéral avec 10 enfants, mais dans ce groupe-là, il y a eu seulement une tige sur 2 qui a grandi et l'angle de COP s'est aggravé avec le temps, alors qu'avec le deuxième groupe, le groupe bilatéral, toutes les tiges ont grandi avec une amélioration de l'angle de Cobb à la fin de l'étude, ainsi qu'une amélioration de l'obliquité pelvienne à la fin de l'étude. Donc, bon, on a eu 5 complications, dont 3 infections et 2 mécaniques, mais la conclusion de cette étude, c'était de mettre un montage bilatéral dans tous les cas, quelle que soit l'étiologie et quel que soit l'âge de l'enfant. Un premier exemple d'une scoliose infantile que nous avons opérée avec la tige automatique en montage unilatéral. Vous voyez ici que la tige a bien grandi, mais 2 ans après, la fille a cassé sa tige parce que ce n'était pas un montage suffisamment solide sur une scoliose très sévère, très évolutive, et nous avons dû la reprendre pour bilatéraliser le montage. Un deuxième exemple d'une amétropie spinale, 7 ans que nous avons opéré avec un montage bilatéral. Pardon. Donc, c'était un ancien cas pour lequel nous avons fait le montage en cadre avec un DTT en bas. Et là, vous voyez qu'un an après, les tiges n'ont pas grandi et c'était dû à cette barre transversale qui a été mal positionnée. Il aurait fallu la mettre ici. Là, elle est entrée en conflit avec une épineuse et elle a empêché la croissance des tiges et nous avons dû la retirer pour que les tiges repartent dans leur expansion. Après la première étude, nous avons fait une deuxième étude qui porte uniquement sur des scolioses neuromusculaires, 21 cas que nous avons publiés récemment avec là aussi un lot de complications, mais bon, qui était assez raisonnable et surtout, on a eu 3 défauts d'expansion de tige
on pense que c'est probablement dû à la conception de la tige et on va essayer de le revoir pour améliorer cette tige-là. Donc, la conclusion, les résultats de cette étude-là, c'est que là aussi, l'angle de cope a bien été amélioré avec le temps grâce à l'expansion des tiges, ainsi que l'obliquité pelvienne résiduelle qui a été améliorée. Voici un premier exemple d'une amyotrophie spinale infantile âgée de 11 ans, à qui nous avons posé un montage bilatéral avec les tiges automatiques, ici 2 ans après, et là 4 ans après, et je vous laisse remarquer l'expansion progressive et spontanée des tiges. Et non seulement ça, si on regarde de près, on peut se rendre compte que la courbure résiduelle a été améliorée de façon progressive aussi grâce à la distraction induite par l'expansion des tiges. Et au niveau du bassin aussi, nous avons constaté une amélioration progressive du bassin oblique de façon spontanée. Et là aussi, ça a été une bonne surprise pour nous parce qu'on ne l'avait pas imaginé au début. Ici, les images de profil et puis les images cliniques de cette demoiselle depuis le début jusqu'à 4 ans après la chirurgie. Et je vous laisse remarquer l'amélioration de son état général de façon progressive et c'est ce que nous avons constaté dans la plupart de ces cas. Un deuxième exemple d'une paralysie cérébrale, d'une maladie métabolique grave qui a été là aussi refusée pour une arthrodèse. Nous lui avons posé les tiges et voici le résultat que nous avons obtenu. C'était la première qui s'est allongée d'une façon extraordinaire. On ne pensait pas qu'elle pouvait allonger ses tiges aussi vite, mais c'était donc les constatations que nous avons pu réaliser. Et ici, vous voyez l'amélioration, la transformation de l'état de cette demoiselle-là qui était vraiment très, très grave. Ici, un troisième exemple d'un enfant qui a une cardiopathie grave. C'est un enfant qui a un ventricule unique et pour lequel chaque anesthésie compte parce qu'il y a un risque de décès péropératoire. Donc, pour lui, les interventions répétées sont à éviter coûte que coûte. Donc, nous avons posé le montage bilatéral avec les tiges automatiques et vous voyez ici, 2 ans après, les tiges qui ont bien grandi avec un garçon qui a pu revivre sans corset et améliorer son état général et son état fonctionnel, comme vous pouvez le constater. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est vraiment une innovation qui doit être répandue et que les scoliologues doivent reproduire, car c'est tout à fait faisable de le reproduire et c'est vraiment quelque chose de très, très important. Encore que, vous voyez que la colonne vertébrale se redresse assez bien, mais en particulier pour ces amyotrophies spinales infantiles, les côtes se verticalisent de plus en plus après parce qu'il n'y a pas la force nécessaire respiratoire pour que l'expansion soit meilleure. Mais c'est vraiment une innovation que je tenais à ce qu'elle soit présentée justement par l'OTFI qui en est à l'origine. Vous avez quelques questions, je pense. Félicitations, c'est formidable. Parce qu'on avait commencé les looker justement avec des fils, puis on voyait que les tiges sortaient avec la croissance. Ma question, c'est à quel âge tu commences à mettre ce montage? À partir de quel âge? Et que fais-tu entre la découverte de la scoliose et l'âge d'intervention? Alors, nous, on essaie le traitement orthopédique, bien évidemment, chez les tout petits,
Et nous, on commence à les opérer après l'âge de 5 ans. Le mieux, c'est à partir de 7 ans. Mais il y a certaines scolioses qui sont tellement graves, de plus de 100 degrés à 5 ans, que l'on ne peut pas trop attendre parce que ça va retentir sur la croissance pulmonaire et thoracique. Donc, on les prépare toujours avec voilà, nos méthodes habituelles. On peut leur faire des plâtres d'attente. On essaie de reporter, de différer au plus tard la date de la chirurgie. Mais pour nous, la fourchette, la meilleure fourchette, c'est entre 7 et 10 ans, c'est-à-dire chez un enfant qui est encore jeune, qui n'a pas fini sa croissance, qui est encore souple et réductible, parce que le principe de ce concept-là, c'est de tutoriser le rachis relativement tôt pour permettre à l'enfant de poursuivre sa croissance dans les meilleures conditions, aussi biomécaniques et physiologiques et biologiques, surtout pour la multiplication pulmonaire, raison des alvéoles, raison pour laquelle nous prenons la chirurgie précoce pour les cas sévères pour lesquels il faut éviter à tout prix l'arthrodèse précoce qui se fait malheureusement encore dans beaucoup de centres à l'âge de 10 ans, 11 ans, qui est une catastrophe biologique pour l'enfant. Et en fonction de l'âge auquel tu commences, c'est-à-dire plus tu commences tôt, plus la réserve de croissance va disparaître au bout d'un certain temps. Oui. Donc, quel est le taux de réintervention éventuelle en fonction de l'âge de début? C'est-à-dire, si tu commences à 5 ans ou à 10 ans, ce n'est pas pareil. Et est-ce qu'il y a plus de réintervention si tu commences à 5 ans plutôt qu'à 10 ans? Tout à fait. Heureusement, nous avons deux tailles de tiges, une tige de 50 mm de réserve de croissance et une autre de 80 mm. Au début de notre étude, on a fait l'erreur de mettre des petites tiges sur des enfants de 5 ans. Et au bout de 2 ans, ils avaient tout consommé. Et il y a 2 ou 3 enfants que nous avons dû reprendre pour changer la tige. Donc, on peut dire que c'était une erreur stratégique. Donc, actuellement, à chaque fois qu'on va sur le bassin, quel que soit l'âge de l'enfant, on met des tiges de 80 mm pour 2 raisons. La première, c'est que si on les opère jeunes, c'est la croissance qui va consommer la réserve. Si on les opère tard, à l'âge de 13 ans, 14 ans, là, on est souvent face à une déformation majeure. Et donc, une partie de la réserve va être consommée par la correction progressive de la déformation. Donc, en gros, on s'oriente vers un montage à tige à grande réserve quand on va sur le bassin, quel que soit l'âge. Et les tiges, les petites tiges, généralement, on les met quand on se fixe en lombaire chez des enfants qui n'ont pas, disons, qui ont un potentiel de croissance qui peut consommer 50, parce que quand on se fixe entre le rachis thoracique et L2 ou L3, généralement, les enfants n'ont pas besoin de 8 cm de réserve parce qu'ils ne vont pas grandir d'autant sur ce segment rachidien. C'est assez logique. Hein. Je vais vous poser une question. Vous êtes sur un marché de niche. Il y a une nouvelle réglementation européenne qui impacte beaucoup les laboratoires et également les innovations. Comment vous voyez les choses? Vous êtes impacté? Vous avez des inquiétudes ou finalement ça va bien se passer? Alors nous, on peut se dire que nous avons échappé à cette réglementation parce que nous avons commencé à travailler sur cette tige depuis 2011 et cette tige-là a été homologuée en 2013. Mais comme ça touche le domaine de la pédiatrie, elle n'a pas été mise sur le marché immédiatement avant d'avoir fait les études nécessaires pour rassurer aussi bien les autorités sanitaires que les parents. Donc, on a attendu de finir la première étude que nous avons finie en 2019 et l'article a été publié seulement en 2021. Donc, nous avons quand même mis 8 ans avant d'avoir la publication et de pouvoir dire, voilà, notre tige peut marcher et ça peut rassurer, d'autant plus qu'il y a eu d'autres tiges qui ont été utilisées sur le marché et qui n'ont peut-être pas fait le chemin que nous avons fait, nous, avec
la société qui a fabriqué cette tige, qui est une petite PME française qui a peu de moyens et qui s'est battue pour aboutir, pour mettre ce bébé sur le marché. Et est-ce que ça va être remis en cause, Jacques, ça? A priori, non, parce que dans ce cas, c'est une innovation stratégique, parce que tout en matériel est homologué depuis longtemps. Eh oui. Donc, les tiges sont homologuées, les crochets sont homologués, les vis sont homologuées. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de marquage CE pour tout le matériel d'ostéosynthèse, pour les vis, etc. Donc, parce que là, c'est une stratégie d'innovation thérapeutique. Voilà. Ce n'est pas une stratégie de matériel innovant, en dehors du fait qu'il y a une partie non crantée. Mais en fait, c'est une stratégie de montage. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin théoriquement d'homologuer de façon particulière, d'avoir un marquage CE particulier dans le cadre d'une innovation. Alors après, ce qu'on peut demander, c'est au bout de 5 ans, voilà, c'est le post-market. Mais comme tout matériel qui sera, en sachant qu'il y a une partie qui n'aura pas besoin de post-market, tout le matériel d'ostéosynthèse théoriquement échappe à cela. Ça doit vous rassurer un peu, José. Quelqu'un veut prendre la parole? Juste un tout petit commentaire. En fait, aujourd'hui, tout ce qui est vis, tige, etc., est soumis au marquage CE, etc., etc. C'est de la classe 2B. Absolument, oui. C'est une question de classe, c'est-à-dire qu'en fait, les cages intersomatiques passent en classe 3, etc., etc. Il y a encore un petit décalage dans les niveaux de classe, mais le processus, probablement, va continuer à se dérouler normalement. Les clous, les vis, les plaques, théoriquement, n'ont pas besoin, dans le cadre de la MDR, Medical Device Regulation, il n'y a pas besoin, théoriquement de la remplacer. Je parle uniquement pour les plaques, les vis, Oui, les clous. Les crochets, Après, déjà, font partie de la classe 3. Tout ça, c'est un bon problème. Effectivement, il faudra ça. Pour les cages, etc., tout le matériel d'ostéosynthèse du rachis, qui est un peu particulier, il faudra certainement il faut le marquage chez eux, et d'autre part, il faudra les revoir après. Moi, je parlais uniquement du matériel d'ostéosynthèse, c'est tout. Absolument. Pas d'autres remarques ou questions? Un petit commentaire. Toute la partie rachis va passer en classe 3 dans le MDR, donc, et stérile. Donc, les entreprises se préparent à révolutionner un peu leur industrie. Et ça, c'est quelque chose de très lourd pour les industries, notamment les petites PME comme les nôtres, qui accueillons une centaine de salariés, mais on y est obligé. Après, la traumatologie, comme disait José, elle est en classe 2B. Elle restera probablement en classe 2B. Je pense qu'il y a l'obligation d'avoir un marquage CE, sinon ça va être... Oui, mais ça va être, si vous dites qu'il n'y a pas de CE, ça risque d'être très compliqué avec des produits qui arrivent d'Inde, qui arrivent de l'international et pour lesquels il y a quand même beaucoup de soucis à se faire. Donc, il faut quand même garder ce contrôle pour la partie européenne. Ça protège aussi les industries comme les nôtres qui travaillons ardemment sur l'aspect qualité et réglementaire, quoi. Et vous avez déjà obtenu Nous, oui, matériel? on est déjà sur MDR, Oui. et on a déjà sur 35 dossiers passé 3. Vous êtes tranquille pour 5 ans. Ah oui, mais tranquille, je dirais qu'on est tranquille 3 ans, parce Oui. que Il vous reste 3 tout ce qui est ans. évaluation clinique à démontrer, et c'est une course terrible. Mais bon, si tout le monde est dans la même règle, ça va. Ça fait partie du jeu. Et l'évaluation clinique est bien partie quand même. Et l'évaluation clinique, Oui. oui. Après, c'est vrai qu'on se bat, mais je pense qu'il n'y a pas que les industriels, mais il y a les instances, les sociétés savantes, pour essayer, avec les problèmes de Covid qui se sont passés ces 2 dernières années, bien sûr. de reporter de 2 ans les problèmes d'évaluation clinique. C'est pour ça que j'ai demandé à votre fille de venir les présenter, parce que c'était important. Merci beaucoup, Monsieur Mehdi. Merci à vous et surtout merci à M. Dubossé qui m'a donné l'occasion de vous exposer ce travail. Urgence administrative, pardon.